Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons dès maintenant ce webinaire sur les emballages réemployables. Ce webinaire vous est proposé par l'ANIA en partenariat avec Citeo pour le contenu. Je suis Sophie Nguyen Bukwang, responsable de développement chez Citeo, et je vais tout de suite laisser Léa Mathieu Figueredo, responsable développement à l'ANIA, introduire notre sujet. Bonjour à toutes et tous et merci de votre participation à ce 4e webinaire Citeo ANIA. Avant de démarrer, je vous propose une introduction sur le contexte réglementaire qui a mis notre sujet du réemploi sur le devant de la scène. Donc, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui a été publiée le 10 février 2020, vise à transformer nos modes de production et de consommation afin d'intégrer une vision plus circulaire et de permettre l'économie de la fonctionnalité. Cette loi se divise en 4 piliers qui vous sont présentés ici. Tout d'abord, des objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production des déchets. Ensuite, une meilleure information des consommateurs. Puis, le développement du réemploi et de la réutilisation, ainsi qu'une meilleure responsabilité des producteurs à travers différentes dispositions. Le sujet du réemploi est traité dans ce texte à travers 3 axes et dans 3 parties. D'abord, dans l'article 1er, avec la mise en place d'une trajectoire de réemploi afin d'augmenter la part des emballages réemployés par rapport aux emballages à usage unique. Cette trajectoire a été fixée par un objectif de 5% d'emballages réemployés en 2023 et de 10% d'emballages réemployés en 2027. Cette mesure s'accompagne également de la création avant le 1er janvier 2021 d'un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Sa mission n'est pas encore bien déterminée, mais elle devrait notamment évaluer la pertinence des solutions qui seront proposées pour atteindre ces objectifs. Ensuite, dans l'article 8, qui prévoit des contributions à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi, ainsi que la définition de gamme standard d'emballage réemployable d'ici le 1er janvier 2022. Donc, ces gammes standards seront définies pour les activités de restauration et traiteurs, ainsi que pour les produits frais et pour les boissons. Finalement, le réemploi est également traité dans l'article 5 bis, qui donne une définition juridique du vrac, comme étant, donc je cite, la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce point est important car la frontière entre le vrac et le réemploi peut être difficile à déterminer, notamment lorsqu'il s'agit de comptabiliser les emballages réemployés ou réemployables. Enfin, dans la continuité de la publication de la loi, 2 décrets d'application sont prévus. Le premier qui définira la proportion minimale d'emballages à mettre sur le marché chaque année. Celui-ci avait été défini en février comme prioritaire par la DGPR et devait être rédigé avant l'été. Cependant, l'actualité de gestion de crise retarde l'agenda initial et nous n'avons pas de visibilité à ce jour sur la publication de ce premier décret. Et le second, qui devra définir les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, qui lui n'était pas défini comme prioritaire et pour lequel on n'a pas non plus beaucoup de visibilité sur l'agenda. Également, la modification du cahier des charges des éco-organismes est prévue pour la définition des gammes standards ainsi que pour l'attribution de 2% des éco-contributions au développement de solutions pour le réemploi et la réutilisation. Finalement, l'ANIA travaille avec les autres fédérations qui sont concernées, notamment la FEBA et la FCD, ainsi qu'avec Citeo, à la construction d'un questionnaire qui permettra de produire de la donnée sur les solutions de réemploi existantes et d'évaluer le potentiel de réemploi en France. Ce questionnaire a un objectif double, celui de faire une photographie de l'existant, mais aussi de nourrir les études de l'ADEME ainsi que le décret d'application qui devront bientôt être publiés. Donc, je laisse maintenant la parole à Sophie qui va mieux vous expliquer comment fonctionne le réemploi. Bon webinaire à tous. Merci Léa. Maintenant que nous avons vu le contexte réglementaire que nous a présenté Léa, nous allons apporter d'autres réponses sur ce que sont précisément les emballages réemployables, quelles sont les définitions officielles que l'on connaît aujourd'hui,
En passant en revue les différentes solutions de réemploi existantes sur le marché, quelle est la performance environnementale du réemploi par rapport à l'usage unique à partir des analyses de cycle de vie connues? Et avant de se lancer dans le réemploi, on va essayer de vous faire comprendre les changements concrets à anticiper au sein de l'entreprise et les ressources existantes sur le sujet pour aller vers des choses encore plus pratiques. Revenons très rapidement sur le contexte. Au-delà du cadre réglementaire favorable que nous a présenté Léa, les modes de consommation et leur évolution démontrent un détachement du tout jetable. Pour illustrer cette tendance, nous avons repris des chiffres tirés de différentes sources spécialisées et de médias. Alors, les emballages durables et rechargeables sont favorisés par une grande majorité des Français, 79%, ils sont favorables. Et les emballages consignés pour réemploi également, avec 63% des personnes interrogées qui sont favorables. Au-delà des intentions, le marché du vrac, après une période de stagnation, connaît une croissance exponentielle depuis 2016, avec un chiffre d'affaires multiplié par 6 en seulement 3 ans, atteignant en 2019 120 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le marché du vrac. Tendance suivie par les offres alternatives à l'usage unique qui se multiplient. Alors la frise que l'on vous montre actuellement est loin d'être exhaustive, mais en tout cas on observe que les bouteilles consignées de Météor ou encore la brasserie Bourbon à La Réunion, qui ont longtemps été les rares exemples de réemploi en France, sont depuis le début des années 2000 rejoints par beaucoup d'autres initiatives. On va observer notamment qu'il y a de nouvelles filières de bouteilles réemployables qui se développent au niveau local. Par exemple, Toff & Co en Mayenne, Bout à Bout en Pays de Loire, Ma Bouteille s'appelle Revient en Champagne-Ardenne, mais il y en a bien d'autres qui se développent de plus en plus rapidement. Il y a de nouveaux secteurs qui s'essayent au réemploi aussi, avec la restauration à emporter. Réconcile en Ile-de-France était le premier, puis d'autres régions s'y sont mises, Box City en Aquitaine, Emboîte le Plat à Toulouse, Sol Zéro plus récemment et sur un périmètre plus large. Et puis le secteur de la cosmétique avec la marque Cozy, donc cosmétique objectif zéro impact environnemental, que l'on vous présentera tout à l'heure dans les bonnes pratiques. Et enfin le e-commerce avec Loop, le lancement de Loop en grande pompe dans 5 grandes villes internationales en mai 2019, qu'on représentera aussi un petit peu plus en détail tout à l'heure. L'essor du vrac, soutenu par la formalisation en 2004 du réseau vrac, et puis du développement d'enseignes comme Day by Day, des marques comme Lush qui proposent des cosmétiques solides à la découpe, donc au-delà de l'alimentaire sec que l'on connaît beaucoup plus généralement. Et puis les marques distributeurs comme Biocop qui développent des outils pédagogiques pour encourager les consommateurs à réutiliser leurs propres contenants. Alors nous avons parlé des alternatives à l'usage unique en illustrant avec ces quelques exemples. Essayons à présent d'identifier les emballages réemployables plus précisément. Alors d'abord, quelles sont les définitions officielles? Le Code de l'environnement nous permet de distinguer le réemploi de la réutilisation. Donc on a, dans le cadre du réemploi, toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage unique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc là, on est dans le cas de réemploi. Alors que la réutilisation, elle, se distingue par des opérations qui permettent aux substances, matières et produits qui sont devenus des déchets de sortir de ce statut de déchet pour être utilisés à nouveau. Donc, d'après notre analyse, les emballages ménagers, c'est-à-dire tous les produits consommés par les ménages, que ce soit chez eux ou dans les circuits café, hôtel, restaurant, tous ces emballages, ils ne peuvent pas passer par le statut de déchet et donc être réutilisés. Ils sont bien dans la catégorie réemploi. Idem pour les emballages industriels, à l'exception de la palette, qui n'est pas en contact direct avec les produits d'ailleurs, et qui peut être réparé pour sortir du statut de déchet et donc être réutilisé. D'après notre interprétation, dans le monde de l'emballage, c'est vraiment le cas particulier de la palette qui illustre la réutilisation. Mais aujourd'hui, cette définition mérite d'être vraiment détaillée et regardée de manière plus proche
pour comprendre le mot réutilisation pour l'emballage. Alors, comment on s'y retrouve dans les solutions existantes sur le marché aujourd'hui? Cette matrice permet de distinguer toutes les configurations qui cohabitent aujourd'hui donc sur le marché. Je précise que les termes qui sont utilisés sur cette matrice ne correspondent pas aux nomenclatures officielles, puisque, comme je viens de vous le dire, il n'y en a pas vraiment pour le moment. Les définitions pour la partie emballage de réutilisation, notamment, restent à détailler. Néanmoins, nous identifions 3 types de solutions d'emballage qui se différencient. Alors, je commence par la toute première colonne à gauche. Pour quel usage l'emballage a-t-il été conçu? C'est bien la première colonne. Mon emballage a été conçu pour un usage unique et idéalement pour être recyclé. Donc, c'est les 2 lignes vertes. Mon emballage a été conçu pour être réemployé, c'est-à-dire qu'il va être rapporté par le consommateur pour être lavé via un dispositif industriel. Donc, c'est les lignes oranges. Et mon emballage est conçu pour être rechargé, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui, entre deux utilisations, s'occupe de laver, rapporter et remplir à nouveau son emballage. On observe aussi qu'il faut distinguer quelle est l'entité ou la personne qui fournit l'emballage. C'est la deuxième colonne. Dans la grande majorité des cas, c'est soit le producteur du produit, soit le distributeur qui fournit cet emballage. Néanmoins, pour tout ce qui est recharge, on voit que parfois c'est le consommateur qui vient lui-même avec ses emballages, avec ses contenants. Et enfin, nous distinguons la manière dont le produit est proposé à la vente. Ce sont les 2 colonnes de droite. Le produit peut être proposé de manière pré-emballée ou alors en vrac, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui choisit la quantité et la dose qu'il souhaite acheter. Tout comme l'a précisé donc le texte de loi, comme nous le disait Léa tout à l'heure. Donc, concernant le réemploi, notre sujet du jour, alors nous notons qu'il peut être utilisé pour des produits pré-emballés. On a repris par exemple le cas de la bière Météor, qui est proposée en linéaire dans un emballage réemployable, mais déjà emballé. Mais il peut aussi être associé à des produits proposés en vrac. C'est le cas des cosmétiques Cozy, qui sont présentés dans certaines boutiques dans des fontaines. Et donc, c'est le consommateur qui va choisir lui-même la dose, la quantité de produits. Mais c'est aussi le cas pour l'expérimentation en cours chez Franprix, que soutient Citeo, qui propose un salade bar avec emballage en verre réemployable. Donc encore une fois, c'est le consommateur qui va choisir la dose, en l'occurrence la dose de salade, mais on est bien sur un emballage qui, pour être lavé, doit être ramené sur le lieu de vente et ensuite traité par un système de lavage industriel. Donc le réemploi peut être associé aux 2, pré-emballé et vrac. On note aussi qu'il contribue à réduire la quantité d'emballage à usage unique mis sur le marché. C'est l'encadré que vous voyez en bleu. Au même titre que le vrac, lorsqu'il est associé à des contenants rechargeables. C'est la partie en bas à droite. Mais on parlera de réemploi dans le cas où l'emballage a été conçu pour être réemployé et qu'un dispositif complet permettant son lavage est mis en place. Voilà, donc vous voyez que toute la partie réemployable contribue à la réduction d'emballage à usage unique mis sur le marché. Et donc, on doit aussi considérer une partie du vrac lorsqu'elle est associée à des contenants rechargeables. Regardons à présent un dispositif d'emballage réemployable. Donc, on reste bien sur les 2 lignes oranges. Voici de façon très simplifiée à quoi ressemble la chaîne de valeur d'un emballage réemployable. Il y aura des variantes que nous vous présenterons tout à l'heure. Ici, nous allons utiliser l'exemple de la bouteille en verre. Donc, en grisé, les étapes qui sont très différentes du système à usage unique qui est plus communément répandu. Donc, on commence par la bouteille. Elle est remplie sur un site de conditionnement. Ensuite, elle est acheminée sur le lieu de vente. Le consommateur achète et consomme le produit. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à changer par rapport au système à usage unique. En effet, l'emballage vide doit être ensuite rapporté par le consommateur à un point de collecte, qui est en très grande majorité un point de vente. Les emballages vides sont ensuite transportés jusqu'à l'outil de lavage, dans certains cas en passant par des plateformes intermédiaires qui permettent de massifier les volumes. Et il faut ensuite un outil de lavage pour les emballages, spécifique pour la bouteille à goulot fin
ressemblant à des gros lave-vaisselle pour tous les autres emballages en verre, les bocaux, les bouteilles à large goulot, les plats, etc. Les emballages lavés sont ensuite palettisés et peuvent être acheminés jusqu'au site de conditionnement et entamer une nouvelle rotation. Donc voilà un petit peu comment se passe une chaîne de valeur du réemploi. Maintenant qu'on vous a fait un petit peu cet état des lieux et surtout la présentation, voyons un peu quels sont les chiffres clés du réemploi que l'on connaît. Alors pour les chiffres que nous avons réussi à trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le réemploi, nous distinguons alors à gauche les emballages ménagers d'une part, c'est-à-dire ceux qui sont consommés et gérés par les ménages en fin de vie. Il y a 5,5 millions de tonnes qui sont mises sur le marché chaque année, soit 100 milliards d'unités de vente, donc pour la partie ménager. Et puis à droite, les emballages hors ménager, c'est-à-dire le circuit café, hôtel, restaurant, CHR, consommés par les ménages, mais qui sont gérés par les professionnels en fin de vie, qui équivaut à 400 000 tonnes. Je n'ai malheureusement pas l'équivalent en unités aujourd'hui. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les déchets d'emballage industriels et commerciaux, c'est-à-dire qui sont consommés et gérés par les professionnels en fin de vie. Alors ici, on n'a ni les tonnages, ni les unités. Donc les projets de REP, de système de REP, responsabilité élargie du producteur, qui sont en cours sur ces deux périmètres, CHR et DEIC, 2021 pour le CHR, 2025 pour les DEIC, nous permettront justement de collecter ces chiffres et de les suivre. Concernant la part du réemploi, donc c'est la partie du bas, pour le ménager, on sait compter 7000 tonnes qui correspondent à des emballages en verre. Ce sont aujourd'hui les seules quantités qui sont connues et qui ont été comptabilisées. La grande majorité pour le territoire français correspond à la bière commercialisée en région Alsace par Météor et par la brasserie Cronenbourg. Ce tonnage représente une partie infime du gisement du verre ménager, en revanche, 0,29% de tout le verre ménager mis sur le marché. Pour la partie CHR, 220 000 tonnes ont été comptabilisées, soit 552 000 unités. Donc c'est le CHR qui représente la majorité du réemploi en France. Toutes les bouteilles de soda, et y compris les bouteilles de bière et de vin qui sont consommées, qui sont récupérées au circuit CHR. Nous n'avons pas encore les chiffres des fûts réemployés qui peuvent représenter aussi beaucoup de réemploi en CHR. Et je termine sur les déchets industriels et commerciaux. 1,7 million de tonnes, c'est le chiffre que l'on a réussi à collecter pour les palettes uniquement. Environ 95 millions d'unités. Les chiffres des autres solutions d'emballage réemployables comme les bacs ne sont pas connus aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de se rendre compte la marge de progrès à obtenir pour atteindre les objectifs chiffrés que Léa mentionnait en introduction. Et on espère pouvoir collecter de plus en plus de chiffres pour comprendre un petit peu où en est la France par rapport à ces objectifs de performance pour les emballages réemployables. Alors, pour finir de rendre compte du réemploi aujourd'hui, on va passer un peu de la théorie à la pratique en vous présentant quelques exemples d'emballages réemployables qui sont sur le marché français. Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Alors, dans le secteur de la boisson, nous voulions distinguer les dispositifs tels que Météor ou Bourbon, donc c'est la partie haute de l'écran, qui ont internalisé les outils de lavage, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en propre là sur le schéma de droite. Donc, ils ont leur propre usine de lavage internalisée chez Bourbon et chez Météor. Mais ils partagent en revanche un parc d'emballage. En l'occurrence, Météor le partage aussi avec la brasserie Cronenbourg en région Alsace. Ils peuvent donc mutualiser la collecte et le transport. On distingue de la configuration d'un dispositif comme Bout à Bout en Pays de Loire. C'est une association donc, qui coordonne toute la filière du réemploi en Pays de Loire. L'association mutualise avec tous les metteurs en marché le parc d'emballage. Donc les metteurs en marché en boisson choisissent un format à partir du catalogue mis à disposition par Bout à Bout. Ils peuvent aussi mutualiser la collecte et le transport et également l'outil de lavage qui est externalisé.
Le choix entre ces deux configurations, il va principalement dépendre du volume d'emballage utilisé par chaque metteur en marché. Plus celui-ci est important et plus il deviendra pertinent et rentable d'utiliser un outil de lavage en propre. Vous noterez que la mise en place d'une consigne monétaire, donc que le consommateur récupère à chaque fois qu'il ramène son emballage, n'est pas systématique. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment est-ce qu'on peut déterminer ce choix entre une consigne monétaire ou non. Dans le secteur de la restauration moderne ou restauration à emporter, la plupart des dispositifs ressemblent au premier cas de figure, celui du haut. Donc, Solzero et Réconcile à Paris, Emboîte le Plat à Toulouse, Box City à Bordeaux et bien d'autres. Ils mutualisent le parc d'emballage entre les différents clients, les différents restaurants qui utilisent l'emballage. Ils mutualisent aussi le transport et l'outil de lavage. Une autre approche qui est testée à Paris par la start-up Le Tiécar consiste à faire laver directement les plats par les restaurants, qui sont également les points de collecte, ce qui limite la solution évidemment aux lieux disposant d'un évier ou d'un lave-vaisselle. Donc c'est quand même assez particulier. Sur les nouveaux secteurs, pas uniquement alimentaires, donc la marque Cozy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était finaliste du Circular Challenge de Citeo en 2018, propose des cosmétiques bio dans des emballages en verre qui, une fois collectés, sont traités grâce à leur machine de lavage et séchage, accompagnés d'un protocole cosmétique qu'ils ont déposé et validé. Et puis, donc, Loop, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui propose des produits de grande consommation dans des emballages réemployables. Les deux spécificités de l'offre Loop, du système développé par Loop, font que toutes les marques développent leur propre emballage réemployable avec l'aide de Loop, justement. Et tous les produits sont livrés et collectés directement chez le consommateur, ce qui est vraiment très spécifique. C'est l'entreprise Terrafix qui est derrière l'initiative Loop. Et pour terminer sur les exemples, donc en dehors des emballages ménagers, l'entreprise Pandobac propose aux grossistes alimentaires des marchés de Rungis de livrer leurs produits directement aux restaurateurs d'Île-de-France dans des bacs en plastique réemployables. Pandobac mutualise les bacs et la ligne de lavage qui a été installée sur le site de Rungis. Les bacs sont transportés directement par les grossistes en reverse logistique, ne créant pas de flux de transport supplémentaire. Aujourd'hui, donc, ils travaillent avec des restaurateurs d'Île-de-France et d'autres régions sont en cours de développement. Les palettes, également, seul exemple de réutilisation pour l'emballage, sont récupérées directement chez les clients, transportées en plus ou moins grande quantité, puis lavées et réparées avant d'être vendues à nouveau, donc par des prestataires de réutilisation des palettes. Voilà, donc ce ne sont pas des exemples exhaustifs, mais en tout cas, ils illustrent à peu près les grands marchés et les grandes configurations qui aujourd'hui utilisent des emballages réemployables. Alors, qu'en est-il de la performance environnementale de ces différentes solutions? Le réemploi des emballages, est-ce qu'il est vraiment plus performant que l'usage unique? Pour mieux comprendre les réponses à ces questions, je vais juste revenir sur les grandes étapes des deux chaînes de valeur, réemploi et usage unique. Donc ici, on a repris toujours de manière très simplifiée donc les chaînes de valeur de l'usage unique d'une part et de l'emballage réemployable d'autre part. Pour l'exercice, on va reprendre l'exemple d'une bouteille en verre, car c'est celui sur lequel on a aujourd'hui le plus d'éléments, et notamment environnementaux. Et nous verrons que les analyses comparées de bouteilles en PET également existent, ainsi que les fûts en acier, comme emballage boisson. Alors pour l'usage unique, donc côté gauche, tout commence par une bouteille neuve. Ensuite, cette bouteille est acheminée jusqu'au site de conditionnement. Le contenant, une fois rempli de son contenu, est acheminé à son tour jusqu'au lieu de vente. C'est là que le consommateur achète son produit. Il le consomme pour ensuite déposer l'emballage vide dans un bac de tri sélectif, en bac individuel ou en point d'apport volontaire. La matière est ensuite acheminée par camion directement jusqu'à l'usine de recyclage pour le verre, jusqu'au centre de tri pour les autres matériaux. Le verre est ensuite transformé en calcin pour refaire des bouteilles en verre. Alors pour information, le taux de recyclage du verre issu de la collecte sélective en France pour 2018 est de 86%. Le recyclage du verre est effectué à 100%
sur le territoire français avec une distance moyenne entre le lieu de collecte et le lieu de recyclage de 230 km. Donc, je précise tous ces éléments puisque ce sont les hypothèses et les chiffres qui sont utilisés par les analyses de cycle de vie, les évaluations environnementales pour la partie usage unique. Côté réemploi, donc à droite sur le schéma, sur le slide, on commence aussi avec une bouteille neuve qui est également acheminée jusqu'au site de conditionnement. Les étapes sont identiques jusqu'au consommateur. Et une fois le produit consommé, le consommateur rapporte son emballage vide jusqu'au point de collecte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui sont pour la plupart donc des lieux de vente également. Et les emballages vides pour le lavage sont acheminés jusqu'à l'usine de lavage, avec parfois une étape de stockage intermédiaire. Les emballages propres sont ensuite distribués sur les lieux de conditionnement pour entamer une nouvelle rotation. Ces étapes, encore une fois simplifiées pour plus de clarté, sont très importantes pour interpréter les résultats des études comparées entre l'usage unique à gauche et le réemploi à droite. En effet, les résultats des études prennent en compte l'intégralité d'une chaîne de valeur, dans sa globalité. Si une seule de ces étapes varie, par exemple le taux de recyclage ou de collecte côté usage unique, ou bien le taux de retour ou le nombre de rotations, ou encore la distance parcourue par des emballages vides côté réemploi, c'est vraiment tout le résultat de l'étude comparée qui va être différent. Alors, nous avons regardé les analyses de cycle de vie disponibles pour la plupart françaises, mais aussi norvégiennes. Les 4 indicateurs principaux analysés sont les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et le dioxyde de soufre, qui est un des principaux polluants de l'air. Ensuite, les études comparent plusieurs dispositifs, c'est ce qui est indiqué en haut des colonnes, et les résultats sont les suivants. Concernant le verre réemployable, en comparaison au verre à usage unique, donc c'est bien la toute première colonne. Les dispositifs analysés montrent un bilan favorable au réemploi, quel que soit l'indicateur environnemental. Nous avons indiqué les études de référence si vous voulez aller regarder le détail. En revanche, deuxième colonne, lorsqu'il est comparé au PET, le verre réemployable en circuit CHR, circuit professionnel uniquement, alors le bilan est beaucoup plus mitigé et va dépendre principalement des distances parcourues par les emballages après et avant lavage. En effet, le matériau verre réemployable est beaucoup plus lourd que le matériau PET à usage unique. Et donc, c'est les distances parcourues qui vont énormément peser dans le bilan comparé. Idem pour le PET, troisième colonne, en réemploi comparé à l'usage unique. Donc là, il s'agit du contexte norvégien qui utilise des bouteilles en PET réemployables. Le bilan est très mitigé. Vous voyez que pour deux indicateurs, l'indicateur gaz à effet de serre et l'indicateur énergie, c'est le PET à usage unique qui va être plus performant d'un point de vue environnemental. En revanche, pour l'indicateur eau et dioxyde de soude, c'est bien le PET réemployable qui va présenter un meilleur bilan. Et enfin, dernier cas de figure analysé, les fûts en acier réemployables comparés aux fûts PET à usage unique, donc dans les circuits CHR B2B. Sur le seul indicateur disponible, gaz à effet de serre, c'est bien le réemploi qui est plus performant. Je vous partage uniquement les résultats sans préciser les configurations précises des dispositifs évalués. En revanche, je tiens à préciser que ces configurations sont aussi importantes que les résultats. Aussi, n'hésitez pas à consulter les études complètes qui sont référencées ici et qui vous donneront les détails sur les différentes configurations. En conclusion, je dirais qu'à la question est-ce que le réemploi est mieux que l'usage unique d'un point de vue environnemental, la réponse doit être que ça dépend. Ça va dépendre de l'indicateur environnemental que je regarde. Ça va dépendre du matériau qui est utilisé pour l'usage unique et du matériau qui est utilisé pour le réemploi que je compare. Et surtout, ça va dépendre du dispositif mis en place pour le réemploi, notamment les distances parcourues. Si on reprend l'exemple du PET usage unique,
comparé à du verre réemployable. Alors oui, les résultats sont mitigés et ils nécessitent d'être regardés vraiment de près. Et quels sont les leviers permettant d'augmenter la performance environnementale du réemploi, quelles que soient les configurations? À partir des conclusions des études ACV, nous retenons 3 leviers de performance environnementale, les éléments clés à optimiser. Le premier, c'est vraiment le nombre de rotations de l'emballage. Plus l'emballage fait de tours, plus son impact environnemental est réduit de manière très significative. Les distances parcourues par l'emballage post-consommation sont également très importantes. L'étude de l'ADEME de 2018 recommande en moyenne une distance de maximum 250 km. C'est la donnée qu'on a aujourd'hui pour le verre, qui est un matériau lourd. Et enfin, les procédés de lavage industriel, dans une moindre mesure, peuvent également peser dans la performance environnementale du réemploi. Alors, comment optimiser ces éléments, ces clés, grâce à 3 leviers? En premier, faciliter et améliorer le retour des emballages pour augmenter le nombre de rotations. Donc, c'est bien le consommateur qui doit ramener l'emballage pour que cet emballage puisse continuer sa vie et ses rotations. Il faut donc donner au consommateur des indications claires sur l'emballage, en mettant un picto par exemple, mais aussi tout au long du parcours de consommation, en linéaire, au moment du passage en caisse, sur les lieux de vente, sur les lieux de collecte, partout où le consommateur doit être orienté et encouragé à ramener l'emballage. Il faut concevoir aussi l'emballage en fonction du dispositif. La robustesse, la palettisation lors du transport, les éléments, enfin, les étapes de lavage aussi avec l'enlevabilité de l'étiquette. Il est quasiment inenvisageable d'utiliser un emballage à usage unique dans un dispositif de réemploi. Il casserait beaucoup trop facilement parce qu'il a été allégé et l'étiquette ne partirait pas au lavage parce que souvent la colle utilisée n'est pas adaptée. Ensuite, il faut penser éventuellement à mutualiser le dispositif, voire le parc d'emballage. Donc, c'est la mutualisation d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur qui permet de mutualiser les coûts et les impacts environnementaux. En partageant les camions, par exemple, avec les emballages d'autres acteurs qui seraient mutualisés dans les tournées. En Allemagne et en Norvège, par exemple, les producteurs de boissons partagent toutes les infrastructures et le parc d'emballage, donc les bouteilles, qui sont les mêmes pour tous les acteurs. Pour rester synthétique, on n'a pas regardé dans le détail tous les exemples d'actions pour ces 3 leviers, mais sachez qu'il y a vraiment de nombreuses initiatives et d'offres qui existent pour actionner ces leviers et rendre un dispositif de réemploi performant sur le plan environnemental et aussi économique, puisque les deux vont de pair. Alors, dernière partie de ce webinaire, nous allons à présent rentrer dans les éléments plus concrets, c'est-à-dire les acteurs ressources ainsi que les questions industrielles et opérationnelles à se poser lorsqu'on envisage le réemploi. Tout d'abord, sachez qu'il existe une association nationale, le réseau Consigne, avec des antennes régionales en cours de formalisation. Elles existent déjà pour la région Île-de-France et le Grand Est. Cette association propose d'aider les acteurs économiques dans leur démarche. Le réseau Consigne est soutenu par l'ADEME, des ONG, des syndicats professionnels de gestion des déchets et développe des missions d'accompagnement, de conseil, mais aussi de partage d'expériences et de bonnes pratiques, de promotion auprès du grand public et de réseaux locaux, avec, lorsque c'est possible, la mutualisation de certaines ressources. Le réseau est encore assez jeune, avec plus de 70 adhérents, mais organise régulièrement des réunions et des groupes de travail sur des questions très techniques de l'emballage réemployable. Encore plus concret, des porteurs de projets proposent des solutions opérationnelles clés en main, de la collecte jusqu'au lavage, en passant par la logistique sur la quasi-totalité du territoire. Donc voilà, sur tout le territoire français, en Île-de-France également. Ça commence dans les DROMCOM avec l'association Réutilise à La Réunion. Donc, toutes les structures mentionnées sur ce slide ne proposent pas toutes la même offre et ne sont pas positionnées sur tous les emballages. Certains sont uniquement positionnés sur les bouteilles, d'autres sur les plats, les bocaux, ou alors un mix des deux. Mais leur nombre vraiment est de plus en plus important, ce qui permet de lancer des expérimentations de réemploi
même sur des petites quantités d'emballage. Donc, en fonction de la région qui pourrait être l'objet d'une expérimentation, vous avez déjà les premiers noms d'opérateurs qui peuvent vous aiguiller et vous orienter sur un dispositif de réemploi. Alors justement, quel type d'expérimentation envisager pour votre entreprise? En effet, il existe plusieurs variantes à la chaîne de valeur qu'on vous a présentée tout à l'heure. S'il est standardisé ou au contraire, s'il est personnalisé, comme c'est le cas pour les bouteilles de marque nationale dans les cafés et restaurants, par exemple. Elles ont chacune leur design, contrairement aux marques de bière de la région Alsace qu'on avait mentionné tout à l'heure, qui partagent le même emballage. Donc voilà, ça c'est un premier choix. Mon emballage est standardisé ou au contraire personnalisé. Le système de collecte aussi peut varier entre des casiers, des machines automatiques, les RVM. Il peut aussi varier avec ou sans consigne monétaire. La logistique également peut être mutualisée ou au contraire individuelle. Et idem pour le lavage, il peut être externalisé et mutualisé ou au contraire internalisé à votre usine de lavage si les volumes le permettent. Chacune de ces configurations présente des avantages mais aussi des inconvénients. Nous allons vous présenter, alors non pas le dispositif sur mesure qui correspondrait à chacune des entreprises françaises, mais plutôt les questions à soulever avec vos équipes ou avec vos conseillers, vos prestataires avec lesquels vous pourriez décider de travailler, et en procédant par étapes de la chaîne de valeur, depuis l'emballage jusqu'au lavage, en passant par le marquage, la communication, la collecte et le transport. Je précise que nous empruntons la posture du metteur en marché, c'est-à-dire le producteur, pour les distributeurs qui sont également des lieux de vente et de collecte des produits dans des emballages réemployables. D'autres questions spécifiques, d'autres équipes internes pourraient être concernées. Elles ne seront pas détaillées dans ce webinaire. Alors commençons par toutes les questions à se poser par l'emballage en lui-même. Concernant l'emballage lui-même. Donc, quelle spécificité doit avoir les emballages réemployables? Donc, on a listé un certain nombre de critères. Donc, je vais les énoncer et les expliquer un petit peu un à un. La qualité de cet emballage, la quantité, pardon, de cet emballage. Comment déterminer la taille de mon parc d'emballage approprié? En effet, contrairement à l'usage unique, le nombre d'emballages à disposition dans un dispositif de réemploi doit être un petit peu supérieur à votre production effective. Pour dimensionner le parc d'emballage, on va regarder le contenant et le contenu. Ce que je précise, ce que je détaille, le contenant parce qu'on sait que des formats plus petits ont des taux de retour inférieurs, notamment parce qu'ils sont associés à de la consommation nomade. Et donc, on va devoir prévoir des quantités plus importantes pour compenser avec ce niveau de ce taux de retour qui est inférieur. Mais le contenu de votre emballage aussi peut vous aider à dimensionner ce parc. En effet, des produits qui ont une consommation saisonnière, je pense aux boissons fraîches, les jus qui sont alignés avec la période de récolte, peut aussi influencer la quantité d'emballage dont vous aurez besoin à un instant T. Et la saisonnalité la durée de mobilisation chez le consommateur. On sait par exemple pour la boisson que un jus de fruits ou une bière va potentiellement être consommé plus rapidement qu'un cognac dont la bouteille va être mobilisée plus longtemps chez le consommateur. Donc tout ça va vous aider à évaluer, à dimensionner le parc nécessaire à votre produit. Sachez aussi que pour les emballages réemployables, vous avez le choix entre l'achat de ces emballages ou la location. Donc, en fait, vous achetez le service d'emballage et c'est le cas pour la plupart des dispositifs mutualisés comme ceux qu'on a présentés tout à l'heure. On va se poser la question également du matériau. Aujourd'hui, on sait que le verre et l'inox ne posent pas de limites techniques ou sanitaires au réemploi. Pour les résines plastiques, il y a encore pas mal de questions en suspens. Sachez néanmoins que, quoi qu'il arrive, le choix de matériaux doit être analysé au regard du process industriel et voir s'il n'y a pas nécessairement des calages différents à opérer, notamment sur les lignes de conditionnement.
La robustesse de l'emballage est très importante. A priori, les emballages réemployables sont aujourd'hui plus épais que pour l'usage unique. Donc, ça va impacter aussi votre logistique et notamment votre capacité à palettiser et à remplir les camions. Et puis, encore une fois, le process industriel et les lignes de conditionnement, en changeant l'épaisseur de votre emballage, ça peut nécessiter des calages un petit peu différents. Le caractère lavable de votre emballage, alors là, ici, on va surtout regarder les étiquettes qui sont collées sur cet emballage. L'étiquetage adhésif il doit être adapté au lavage, c'est-à-dire partir en solution alcaline chauffée entre 60 et 80 degrés. Donc, il existe un projet en cours soutenu par Citeo qui devrait aboutir fin 2020 à la rédaction d'un cahier des charges techniques pour les étiquettes qui seraient conformes à des outils de lavage tels qu'ils existent aujourd'hui en France. Ce cahier des charges, du coup, sera à transmettre aussi bien à vos prestataires, imprimeurs, etc., que à vos équipes marketing, pour vraiment garantir que toutes les étiquettes de votre emballage, donc y compris les médaillons, et, les étiquettes de prix, DLUO, etc., soient adaptées et soient faciles à enlever. On va se poser la question également de la disponibilité des étiquettes adaptées. On sait qu'aujourd'hui, le tissu industriel français a beaucoup recours aux étiquettes auto-adhésives qui ne sont pas du tout, qui sont très très difficiles à enlever dans les usines de lavage. Et enfin, le dernier attribut incontournable de votre emballage, c'est sa recyclabilité. Ça a même été inscrit dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Le recyclage des emballages ménagers et DUIC, y compris ceux qui sont réemployables. Et donc là, on vous encourage à utiliser des outils, des tests qui existent déjà. On a repris les outils Citeo, tri.fr, le guide Cotrep également sur la recyclabilité des emballages plastiques pour garantir que vos emballages réemployables soient recyclables en fin de vie. Vous pouvez aussi vous poser la question de standardiser cet emballage en partant donc d'un catalogue ou d'un cahier des charges. Donc là, c'est dans le cas où vous décidez plutôt de passer par un prestataire de service qui fournit également le parc d'emballage et donc vous êtes dans une situation d'achat ou de location d'emballage à partir d'un catalogue. Dernier critère, le caractère anti-vol pour tout simplement augmenter les taux de retour. Plus votre emballage est attractif et pratique, et plus vous avez de chances que le consommateur le garde plutôt que de vous le ramener. C'est le cas notamment dans la restauration rapide. En tout cas, c'est ce qui a été observé. Donc, certaines fonctions peuvent réduire les risques de vol et l'appropriation de l'emballage par le consommateur, notamment en jouant sur les systèmes de fermeture. Question suivante à soulever, c'est comment organiser la communication autour de mon produit proposé dans un emballage réemployable. Alors, il faut vraiment que le caractère réemployable soit visible. Je l'ai dit tout à l'heure, sur l'emballage lui-même, en linéaire, au moment des passages en caisse, vraiment à chaque moment précis du parcours de consommation et d'achat. Donc, un travail à effectuer sur l'étiquette. Sachez qu'il y a un groupe de travail en cours pour aboutir à un marquage en pack, un logo qui serait harmonisé sur tout le territoire français, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on pense que ça pourra s'intégrer dans les travaux également réalisés pour la standardisation des emballages réemployables qui sont attendus pour janvier 2022. Mais sur la question du marquage, je pense qu'on y arrivera un petit peu plus tôt que cette date-là. Ce sont forcément des questions à évoquer avec les distributeurs qui vont gérer les linéaires et les personnels, notamment au moment des passages en caisse. Le personnel qui pourrait également orienter le consommateur lorsqu'il ramène son emballage. Donc tout ça, c'est des points évidemment qui vont être importants à aborder pour être sûr que le réemploi et le retour de l'emballage soient possibles. Se pose la question enfin de l'incitation pour encourager le consommateur à rapporter l'emballage, soit une consigne monétaire, soit sous la forme de gratification, de bons d'achat. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'éléments standardisés sur cette partie-là. Donc vous devrez vous poser la question du montant de la consigne monétaire adapté au produit, adapté à votre marché. Ce qui va vous permettre notamment, ce qui va vous exiger que vous suiviez les quantités d'emballage retournées, puisque qui dit consigne monétaire dit remboursement.
chaque fois que le consommateur ramène le produit. Donc, débloquer le montant ou le bon pour le consommateur, la gestion des montants de consignes non retournés. Et enfin, c'est vraiment une question importante, et puis la question de la TVA associée à la consigne, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le même principe de TVA qui s'applique sur les produits que sur les emballages consignés. Concernant la collecte, organiser la collecte de mon emballage pour être sûr qu'il soit ramené à bon port, va se poser la question du lieu de déconsignation. Donc souvent, ce sont également les lieux de vente, ce qui permet de faciliter le parcours consommateur, ou alors, de façon plus exceptionnelle, avec le projet Loop, directement chez le consommateur. C'est un livreur qui vient récupérer les emballages vides, et donc le consommateur n'a même pas à effectuer le retour. Donc là-dessus, toujours des négociations et des échanges à avoir avec les distributeurs, donc qui sont les lieux de vente, pour permettre de libérer de la place pour les casiers, par exemple, ou les machines, mais aussi pour stocker les emballages avant qu'ils vous soient retournés. Et puis former les personnels de magasins qui seront en première ligne pour gérer ces lieux, ces dispositifs de déconsignation. Alors justement, quelles solutions matérielles pour la déconsignation? Les choix qui se présentent, c'est donc des reverse vending machines, qui sont des automates qui permettent de récupérer automatiquement l'emballage, souvent avec un système de scan du code barre pour comptabiliser et éventuellement imprimer le bon de montant de consigne pour le consommateur, ou alors des systèmes beaucoup plus simples avec récupération manuelle dans des casiers. Donc, ça va soulever la question du financement de ce matériel, de sa mise à disposition. Les automates, ça représente des budgets qui sont quand même assez conséquents. Donc, le financement et le cofinancement, ça j'en ai parlé, de ce matériel. Donc, encore une fois, surtout pour les RVM. Sujet de la maintenance, qui assure à quelle fréquence et comment garantir que la maintenance intervient bien au bon moment. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, la formation du personnel magasin, puisque c'est eux qui seront en première ligne à côté de ces dispositifs de déconsignation. La solution d'incitation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment les mêmes sujets à aborder, mais qui sont très importants. Alors, avant-dernière étape, le transport et éventuellement le tri des emballages réemployables. Donc, on a distingué le transport avant et après lavage. Concernant avant lavage, le premier sujet, c'est d'aller collecter les lieux de déconsignation. Donc là, on va vraiment être très attentif à la réactivité de votre prestataire logistique pour réduire le temps d'encombrement des lieux de vente et de collecte. Plus vos emballages vides vont être longtemps stockés sur le lieu de vente, et plus voilà, ça va être encore une fois de l'espace mobilisé pour des emballages vides. Et l'autre point, c'est donc faciliter pour le personnel des lieux de vente la coordination avec le prestataire logistique. Donc réactivité, il faut très vite que le camion arrive lorsqu'il y a trop de casiers à faire sortir, et faciliter grandement la prise en main du personnel des lieux de vente. Donc flexibilité sur la programmation des tournées, accompagnement et formation du personnel pour préparer les lots qui vont être embarqués dans les camions, et idéalement faire de la logistique retour pour réduire le nombre de camions à vide. Ça, c'est vraiment très intéressant comme piste à creuser, et notamment pour réduire les coûts logistiques. La massification, donc dans le cas où vous avez de petites quantités, vous êtes concerné par de petites quantités, il est utile de massifier pour réduire les coûts liés au transport. Et donc là, on va essayer de trouver des solutions de stockage pour remplir des camions de taille de plus en plus importante. Le stockage donc pose la question de la disponibilité de l'espace, mais aussi surtout de la sécurité et de la protection des emballages. Même les emballages en verre sont très sensibles aux intempéries, la pluie, le soleil, et donc il faut vraiment être assez vigilant sur les conditions de stockage. Avant-dernière étape, comment organiser le transport et le tri de mes emballages?
Donc, on a distingué le transport avant et après lavage. Avant lavage, va se poser la question de donc, la collecte des lieux de déconsignation. On va notamment être très exigeant sur la réactivité du prestataire de logistique pour réduire le temps d'encombrement des lieux de vente, et qui sont aussi des lieux de collecte, et faciliter la prise en main par le personnel des lieux de vente et de collecte, que ce soit le moins invasif possible. Alors, pour tout ce qui est réactivité, donc on va demander beaucoup de flexibilité dans la programmation des tournées en fonction des quantités d'emballage vide à collecter. Il va falloir travailler avec un prestataire qui puisse réagir assez rapidement et venir collecter un point de vente, même si ça n'avait pas été initialement prévu ou programmé. Évidemment, accompagner le personnel qui est chargé de préparer les lots, c'est-à-dire préparer les casiers qui vont être ensuite transportés par camion. Et idéalement, faire de la reverse logistique, de la logistique retour, donc c'est-à-dire remplir des camions qui sont arrivés pleins jusqu'au lieu de vente afin de réduire le nombre de camions à vide sur les routes. Peut se poser la question de massifier le transport entre les lieux de collecte et les lieux de lavage, notamment si vous avez des petites quantités. Massifier évidemment sur des zones de stockage afin de remplir des camions de plus en plus importants. La question de la disponibilité des zones de stockage est importante, mais aussi surtout s'assurer que ce stockage est sécurisé et permet de bien protéger les emballages. Même les emballages en verre peuvent être sensibles aux intempéries, à la pluie et au soleil, par exemple. C'est important de garantir des zones sécurisées. Et enfin, dans le cas où vous mutualisez le transport mais pas les emballages, peut s'effectuer une étape de tri. Et donc, tri de vos emballages par rapport aux autres. Donc, des critères qualité vont permettre de différencier les emballages qui doivent être écartés du gisement et avant même lavage. Ils sont trop abîmés, trop usés, et donc on se met d'accord sur des critères qualité afin de ne pas laver des emballages qui de toute façon ne vont pas être réemployés. Et puis tri, lorsque vous partagez aussi un parc d'emballage, ça vous permettra de suivre les quantités et qui sont globalement les quantités qui sont facturées par un opérateur mutualisé. Et puis enfin, dans le cas où le lavage est externalisé, sur le trajet post-lavage, on va être vraiment sur les mêmes caractéristiques que pour la collecte. On va demander une grande réactivité pour que la quantité d'emballage dont vous avez besoin vous soit vraiment livrée au bon moment, ce qui vous évite du coup de prévoir un dimensionnement d'emballage trop important pour compenser cette réactivité. Et enfin, je termine sur l'étape de lavage. Ça soulève la première question du stockage avant lavage. En effet, pour certains produits saisonniers, on a parlé tout à l'heure des jus de fruits qui sont ou des sodas dont la consommation est beaucoup plus importante à certaines périodes de l'année. Prévoir des zones de stockage avant remplissage pour vraiment disposer d'assez d'emballage. Donc là, c'est de l'espace à prévoir. Enfin, sur la technique de lavage en lui-même, on va regarder la consommation d'eau, d'énergie et d'agents lavants, donc pour la performance environnementale. Évidemment, la qualité du lavage pour garantir l'absence de résidus autour et à l'intérieur de l'emballage. Donc là, vraiment, c'est des critères qualité à définir, à partager également avec le prestataire de lavage ou les opérateurs de lavage si vous avez internalisé l'outil. Et puis encore une question de stockage après lavage. Donc là, c'est les mêmes enjeux que pour la massification. Bien prévoir de protéger les emballages pour réduire les risques de bactériologiques de création de micro-organismes dans les emballages. Donc là, vous pouvez envisager l'investissement dans une salle de stockage adaptée et éventuellement une machine pour filmer les palettes d'emballage lavé. Et enfin, dans certains cas, il peut y avoir à prévoir une étape de rinçage avant embouteillage, donc entre le lavage et la mise en conditionnement.
pour éliminer les traces de poussière, de résidus, etc. par désinfectation. Et dans certains cas vraiment très précis, avec un rinçage avec un agent comme l'acide parasitique. Donc là, pareil, de prévoir ce dispositif industriel et adapter la cadence de remplissage à ces nouveaux contenants. Voilà, il y avait beaucoup de choses à voir. Voici tout ce que nous voulions partager avec vous sur le sujet des emballages réemployables, de la théorie avec des exemples concrets, des bonnes pratiques, ainsi que les premières questions à explorer si vous envisagez des expérimentations. Ce qu'il faut retenir, c'est que le réemploi ne doit pas se faire à travers l'emballage lui-même, mais bien grâce à un dispositif complet qui doit permettre justement à ce contenant d'effectuer plusieurs rotations, la communication, la collecte, le transport, le lavage, soit grâce à des opérateurs, soit en internalisant toutes ces actions dans vos équipes. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire. Je vais laisser Léa vous rappeler les dates des prochains rendez-vous webinaires Ania. Et merci beaucoup. Voilà, je passe la main à Léa pour terminer sur les dates des prochains rendez-vous. Merci Sophie. Donc pour le programme des prochains webinaires, on aura en mai un webinaire sur les emballages en plastique rigide pour traiter de leur fin de vie et de leur recyclabilité. Puis le 11 juin, un deuxième focus sur les emballages, cette fois-ci en plastique souple, pour répondre aux mêmes questions. On aura ensuite une pause estivale et puis on reprendra le 17 septembre avec un webinaire sur la communication sur l'emballage relatif à l'évolution des consignes de tri et aux informations sur la recyclabilité, avec un lien fort sur les nouvelles dispositions de la loi économie circulaire dans ce cadre. Puis le 8 octobre, un focus sur les emballages en papier-carton. En novembre, ce sera le verre qui sera abordé. Et on terminera le 3 décembre avec un webinaire sur l'éco-conception et une explication sur la manière de mettre en place une démarche d'éco-conception et sur la communication à mettre en œuvre. Donc merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire.